Bienvenue chers apprenants, nous vous retrouvons toujours avec le même plaisir, le plaisir de partager, le plaisir d'apprendre, le plaisir d'ouvrir et de vous offrir la salle des profs, mais aussi d'y accueillir des enseignants très disponibles et qui font aussi preuve de générosité. Je suis ce soir comme tous les soirs ou bien ce matin comme tous les matins avec eux sur ce plateau afin de partager avec vous et comme à l'accoutumée, je commence par le docteur Massamba. Docteur Massamba, bonjour, bonsoir. C'est long. Merci d'être encore là et de nous accompagner pour ce programme qui est destiné aux enfants du pays, de l'Afrique, du monde. Bonjour Astou, bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous regardent. Bonjour les enfants, bonjour chers élèves. Comme on le dit, la salle des professeurs, c'est le lieu où les enseignants se rencontrent après les cours pour délibérer et partager leur savoir. Vous avez la chance d'y bénéficier, mais notre salle des professeurs est spéciale parce que c'est la salle des professeurs qui va se battre contre le coronavirus, mais qui va vous empêcher d'aller dehors pour rencontrer le coronavirus. Cette salle est spéciale et chanceuse parce que c'est une salle des professeurs qui a un inspecteur qui a la modestie de venir partager son savoir, mais qui pouvait aussi rester s'enfermer dans son bureau. Finalement, une belle salle, mais aussi une semaine extrêmement riche pour nous. Des moments de rencontres, d'échanges qui ont été magnifiques et pour tout le monde. Et le plus important pour vous, pour moi, pour tous ceux qui sont dans ce programme-là, c'est qu'au bout, on aura rencontré des êtres humains extrêmement généreux. On aura renforcé notre capacité, comment dire encore, capital sympathie pour ces gens-là. Et on aura montré un autre visage du Sénégal, que les enseignants sont engagés dans le développement de ce pays parce que bénévolement, spontanément, ils viennent donner de leur savoir et de leur temps et ils payent leur propre transport. C'est hyper important qu'on le sache. Moi, j'ai appris des choses que je n'avais pas comprises du moins quand j'étais en classe de 3e et de seconde. Aujourd'hui, je pense que si je devais repasser le bac, je ferais le bac scientifique. C'est possible, hein? Nous pouvons essayer de remonter le temps. Mais oui. En tout cas, merci beaucoup. Et parmi ces enseignants qui font preuve de disponibilité, de générosité, ce soir, ce matin, nous recevons Monsieur Joe Pamadjouf, c'est bien ça, professeur d'anglais. How are you? Welcome. Thank you, Mrs. Astou. Thank you for welcoming me here in this room of teachers. I'm very happy to be with you and share my little knowledge with our dear students. Good morning, dear students, and be around your table and try to do your best. Thank you very much. Thank you very much. Okay. You are welcome. Thank you very much. Nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir et aujourd'hui nous allons parler avec vous de asking question. Nous verrons tout à l'heure qu'est-ce que ça va donner. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Et toujours sur ce plateau aussi nous avons un autre professeur, Monsieur Kounta Diop. Monsieur Diop, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Bonsoir. Merci. Le plaisir est pour moi. C'est d'abord un plaisir de me retrouver sur ce plateau en compagnie de ces illustres professeurs, mais aussi un plaisir de partager le peu de connaissances qui m'a été inculqué par cet État sénégalais d'abord, hein, donc à qui je rends hommage. Et bien sûr, je demande à tous les enfants de rester à la maison et de suivre patiemment ces exercices-là. D'accord. Juste préciser que vous êtes professeur des techniques quantitatives de gestion, c'est ça? Oui, en d'autres termes, comptabilité. Comptabilité. D'accord. Je pense que c'est beaucoup plus simple et pour nous et pour les petits qui regardent, surtout ceux qui sont en classe de CM2 et qui sont très bien représentés sur ce plateau avec M. Damsek. M. Seck, bonsoir. Ou bien bonjour. Merci d'être encore là ce soir ou ce matin. Bonsoir Assoumben, je suis encore très ravi d'être avec les élèves ce matin, ou ce soir, c'est selon comme vous dites. Et aussi, il y a beaucoup d'échos qui nous reviennent. Il y a même une cellule d'écoute sur Linguère avec l'inspecteur Mbeng, que je salue au passage. Il y a aussi des gens de Goudiri avec l'inspecteur Paul-François Soumaré. Donc, quand l'émission démarre, ils sont dans un coin. Déjà, eux, entre instituteurs et inspecteurs, ils écoutent. Et après, je reçois les retours. Et je salue aussi toutes ces familles qui, dès que l'émission démarre, sont avec les enfants et rivalisent d'ardeur pour trouver les petits problèmes que nous donnons.
Ah, c'est très bien et bien des choses à tous les enfants du pays, qu'ils soient à Malicounda, à Linguère, à Campement Nguékokh, à Fatick. Restez là, chers petits, nous allons partager des moments extrêmement importants et nous restons avec votre maître qui nous accompagne depuis ce début, Monsieur Seck. C'est reparti pour les résolutions de problèmes. J'espère qu'ils ont eu, les petits, le temps de revoir, de corriger et de trouver les bonnes formules. Merci beaucoup. Vous avez cité les villes environnantes. Donc, si je ne cite pas Mbour, ce serait un crime. Et Malicounda Wolof, j'imagine. Voilà. Donc, à tous les amis mbourois, je vous salue. Je suis là grâce à vous. Voilà. Donc, si la régie elle est prête, parce qu'aujourd'hui, on nous aurait dit qu'il y a des reflets sur le tableau. Donc, nous avons, avec la régie, essayé de faire ce travail-là. Et ça, c'était le problème de la fois passée, d'accord? Il y a 2 jours. Une ménagère achète 12 serviettes à 3500 francs l'une. Et si vous avez remarqué, on a encore changé les chiffres. C'est juste pour vous montrer que ce qui est important, c'est la résolution et non pas en soi, si vous voulez, les chiffres qui sont à l'intérieur. Donc, si vous avez déjà compris, on peut changer autant de fois les chiffres, mais vous trouverez toujours le problème si la numération est bien exacte et les tables de multiplication. Car ce qui est le plus essentiel en résolution de problèmes à votre niveau, ce sont les données utiles et les données inutiles. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, si le temps le permet, bien sûr. Donc, il s'agissait, à partir de ce problème, une ménagère achète 12 serviettes à 3500 francs l'une et 3,50 m de toile à 1200 francs le mètre. Elle a dépensé ainsi les 3/4 de l'argent dont elle disposait. Avec ce qui lui reste, elle achète une blouse et une paire de gants. La blouse coûte 1740 francs de plus que les gants. Quel est le prix de la blouse et celui des gants? Résolvez ce problème sans les données numériques. C'est-à-dire qu'il s'agira d'utiliser les phrases, de dire le processus, qu'est-ce que vous faites, mais sans toucher aux chiffres. Vous l'avez déjà fait. Sortez vos papiers. Solution. Nous allons tout de suite montrer la solution pour que vous puissiez savoir comment ça se fait. Voilà. Donc, l'enfant va dire, je calcule d'abord le prix des serviettes. Prix des serviettes égale prix d'une serviette fois nombre de serviettes. Si vous voulez bien, prix de l'unité fois nombre d'unités. Mais là, on est dans les serviettes, donc on précise. 2, le prix de la toile est 2. Prix d'1 mètre de toile multiplié par la longueur en mètres de la toile. Prix des serviettes égale prix des serviettes et de la toile égale prix des serviettes plus prix des toiles. Je pense que jusque-là, vous suivez. 4, somme totale possédée. Peut-être là, pour les enfants qui ont trouvé, vous pouvez les féliciter à la maison parce que ce n'est pas évident à ce niveau. Parce qu'il s'agissait, si vous voulez, somme totale possédée égale prix des serviettes et de la toile multiplié par l'inverse de la fraction. Parce que là, c'est 2 niveaux au niveau de l'étude des fractions. Il y a prendre une fraction d'un nombre et trouver un nombre dont on connaît la fraction. Et quand il s'agit de trouver un nombre dont on connaît la fraction, on multiplie par l'inverse de la fraction. Et donc, c'est de ça qu'il s'agissait. S'il y a donc des enfants qui ont trouvé, autant du CM1 comme du CM2, je pense qu'ils méritent au minimum un bonbon. 5, prix de la blouse. Voilà. Prix de la blouse et des gants égale somme totale possédée moins prix des serviettes plus prix des gants. Prix de la blouse égale prix de la blouse et des gants plus différence de prix de la blouse et des gants divisé par 2. Prix des gants égale prix de la blouse moins différence de prix entre la blouse et les gants. Et nous avons résolu le problème sans toucher aux chiffres. Maintenant, quand on voudra maintenant résoudre le problème, il suffira tout simplement de remplacer ces phrases-là ou ces bouts de phrases par leur valeur numérique. D'accord? Prix des serviettes, soit on a 1200 ou 1500 ou 3500. Prix d'une serviette 3500. Nombre de serviettes 5. Vous multipliez 3500 par 5. Papa achète 5 bougies à 150 francs la bougie. Prix de l'unité
fois nombre d'unités. Donc c'est toujours comme ça qu'il faudra opérer et je pense que c'est bien compris. Donc nous applaudissons et félicitons les élèves qui ont bien trouvé. Et suite, Régie, nous avons le deuxième problème et ça, c'est l'exercice du jour. Professeur, peut-être juste avant d'en arriver au deuxième problème, donc dans le premier, l'enfant doit aussi faire attention à certains mots comme l'un, l'une, l'unité. Ils peuvent constituer des indicateurs? Oui, soit on est dans l'un, dans l'une, chaque, d'accord? Quand on dit chaque mango coûte 500 francs, on est dans le prix de l'unité. Achète 5 livres à 1500 francs le livre, aussi c'est la même chose. Donc ça aussi c'est des indices qui peuvent être appelés non numériques en guise d'information et qui aident à trouver le problème. Désolé, merci beaucoup. Donc c'est très juste. Maintenant, pour l'exercice du jour, il y a l'exercice du jour, il y a aussi la correction en fait du problème passé. Il s'agira ici de transformer maintenant un énoncé en croquis. Parce que l'autre jour, c'était transformer le croquis en énoncé. Donc, c'était sur les partages inégaux entre Ali, Aziz et Jean-Louis. Et là, à ce niveau, vous avez bien compris. Maintenant, on va faire l'inverse. Nous allons transformer un énoncé en croquis. Quel est l'énoncé? Il s'agit d'une description. Une fenêtre est formée d'un carré surmonté d'un triangle isocèle. Je ne vais pas vous dire ce que signifie triangle isocèle. Vous le savez tous. Triangle quelconque, triangle équilatéral, triangle isocèle, triangle rectangle. Une fenêtre est formée d'un carré surmonté d'un triangle isocèle dont la base est égale au côté du carré. Et la hauteur est la moitié de la base. Consigne. Traduisez ce problème sous forme de dessin ou de croquis. Il suffit tout simplement de bien lire et vous pourrez faire votre dessin. C'est une fenêtre formée d'un carré, d'accord, surmontée d'un triangle isocèle dont la base est égale au côté du carré et la hauteur à la moitié de la base. La consigne, traduisez ce problème sous forme de croquis et marquez-y les noms des dimensions et les mesures choisies. Et nous réservons cela pour l'émission qui va suivre. Oui, pour la semaine prochaine. Donc, docteur, cela veut dire que les enfants ont pratiquement tout le week-end pour réfléchir et éventuellement retrouver les énoncés comme les corrections des précédents sujets sur igfm.sn et sur les différentes plateformes du groupe Futur Média. Voilà. Maintenant, en guise de résumé peut-être sur ça, parce que si le temps le permet, on voudrait bien planifier avec eux la semaine qui suit pour entrer carrément dans le projet d'écriture. Parce que celui qui écrit parce qu'il y a un mobile. On écrit aussi à quelqu'un. Et pour écrire, soit la cible est M. Gay ou bien Mme Tchoub, l'intention aussi va dépendre du type de texte qui va être utilisé. Est-ce que ce sera un texte descriptif, ou un texte narratif, ou un texte injonctif, ou un texte explicatif, etc. C'est selon. Donc la semaine prochaine sera la semaine des littéraires. Oui, production d'écrit. D'accord, c'est noté, c'est noté. Donc ce qu'il faudra noter, chers enfants, chers élèves, c'est qu'en résolution de problème, quand vous êtes dans les données ou les informations, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir identifier correctement les données utiles et les données inutiles. Parce que quand on dit, pour son anniversaire, maman qui est née le 16 novembre 1952, achète 5
caisse de boisson à 4 000 francs la caisse, 6 gâteaux à 3 500 francs le gâteau. Combien maman a dépensé en tout? Quel est le poids de maman? Quel est l'âge de maman? Vous savez bien que le poids de maman, il n'y a aucune donnée qui est là pour trouver cela. Donc, par rapport à votre question finale, vous devez toujours vous concentrer et identifier les données qui sont utiles et les données qui sont inutiles pour votre problème. Ne vous efforcez pas pour vous dire que tout ce qui est dans un problème est utile. Et puisque c'est le résumé, dans le problème passé, il n'y a pas de journaux le dimanche. Il n'y a pas de journaux le dimanche. Donc, si le directeur ou papa achète chaque jour un journal à 200 francs et un autre journal à 150 francs, on vous demande quelle est sa dépense hebdomadaire s'il n'y a pas de journaux le dimanche. Hebdomadaire vous renvoie à semaine, mais attention, il y a ici une information cruciale qui est non numérique, mais qui vous renvoie à numérique, car c'est ce qui vous permet de faire -1. Quand vous êtes aussi dans le mois de février dans un énoncé, ou bien dans l'année bissextile dans un énoncé, ou bien dans une semaine où l'ouvrier ne travaille que les jours ouvrables, ayez en tête que jour ouvrable, c'est du lundi au vendredi, vous en avez 5. D'accord? Donc, il faut lire le problème. Il faut relire le problème. La lecture, monsieur le professeur, elle est doublement transversale. Transversale sur toutes les matières, mais aussi tout au long de la vie. Donc je pense qu'à Astou, c'est ce résumé qu'il fallait faire concernant ces données, et regretter peut-être que nous ne sommes pas correctement dans la classe. C'est des informations très importantes dont une seule compétence pouvait prendre un jour entier, réparti dans des heures. Mais Corona oblige, c'est féliciter encore de cette initiative de la TFM et remercier le professeur Massamba pour ce jackpot, cette belle trouvaille. Voilà, merci beaucoup, M. Seck, pour cette générosité et puis très bon courage à tous ces enfants du monde, tous ces enfants du pays qui nous regardent et qui vont, j'espère, nous revenir lundi avec d'excellents résultats. Nous restons avec les chiffres, avec M. Kounta Diop. Maintenant, c'est pour parler comptabilité ou bien des techniques quantitatives de gestion. Effectivement, Astou, nous allons aborder aujourd'hui la dépréciation des immobilisations. Donc un chapitre qui fait suite au traitement des immobilisations. Donc juste après le traitement des immobilisations, notamment la notion d'acquisition d'immobilisation et de décomptabilisation, vos professeurs respectifs ont dû traiter sûrement la dépréciation des immobilisations. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. D'accord, avec plaisir. Donc, vous pouvez vous installer. Ce sera encore, j'imagine, des moments de partage. Oui. Maintenant, une toute petite question. Astou crée son commerce. Donc, elle crée son commerce et elle dépense 15 millions. Donc, le commerce a une valeur de 15 millions. Quelque temps après, sachant que ça marche, M. Gueye vient concurrencer Astou et crée sa boutique à côté de celle d'Astou. Juste à côté de moi. Juste à côté de chez vous, oui. Donc, M. Gueye, il y a des clients qui quittent chez Astou pour aller voir M. Gueye. Donc, Astou, selon vous, est-ce que votre commerce qui avait une valeur de 15 millions, selon vous, est-ce que ce commerce-là a toujours une valeur de 15 millions? Non, je ne pense pas, avec la concurrence de M. Gueye juste à côté. Très bien. Donc, vous convenez avec moi que la valeur du commerce va baisser. Oui. D'accord? Maintenant, cette baisse-là est due à quoi? Donc, aux clients qui passent de chez vous vers chez M. Gueye. D'accord? Donc là, vous avez constaté une baisse de la clientèle. Donc, cette baisse de cette clientèle-là se traduit par ce qu'on appelle une baisse du fonds commercial. Donc la clientèle étant un des éléments très importants, ils savent ce dont on parle, donc un des éléments très importants du fonds de commerce, du fonds commercial. D'accord? Donc, comptablement parlant, à la fin de chaque exercice, si des éléments des immobilisations baissent,
il convient maintenant de constater la dépréciation. Donc là, nous allons voir la dépréciation des immobilisations. Maintenant, pour ce qui est de la définition, donc, la dépréciation, c'est quoi? Donc, c'est le fait de constater que la valeur des immobilisations baisse. D'accord? Mais attention, les immobilisations n'ont pas encore été vendues. D'accord? C'est une baisse qui est probable. C'est pourquoi il serait bien de dire que la dépréciation est la constatation comptable obligatoire de la perte probable d'un élément d'actif. Je répète, la dépréciation peut être définie comme la constatation comptable de la perte probable d'un élément d'actif. On est bien d'accord? Donc ça, c'est la définition de la dépréciation. Maintenant, comment calculer la dépréciation? Donc, formule de calcul de la dépréciation. Donc, calculer la dépréciation s'avère être très simple. Donc, le commerce de Astou avait une valeur de 15 millions, mais suite à un indice, c'est-à-dire une forte concurrence qui a diminué la clientèle de Astou, donc elle espère avoir au maximum 14 millions sur ce commerce qui avait une valeur de 15 millions. Donc là, vous conviendrez avec moi qu'il y a une dépréciation, une perte de valeur de 1 million. Qu'est-ce qu'on a fait pour trouver ce million-là? Donc nous avons comparé la valeur d'origine du commerce à sa valeur actuelle. D'accord? Maintenant, pour donner une formule globale de la dépréciation, nous allons parler de dépréciation, qu'on va ici énumérer par DN, dépréciation nécessaire, qui est égale à la valeur nette comptable moins la valeur actuelle. Je rappelle aux élèves que la valeur actuelle correspond à la valeur d'inventaire. La valeur nette comptable, une des formules que vous avez déjà vues en amortissement, valeur nette comptable qui est égale à, bien sûr, la valeur d'origine diminuée de la somme des amortissements. Maintenant, une fois la dépréciation des immobilisations calculée, il convient maintenant de la comparer au calcul de la dépréciation de l'année dernière. D'accord? Donc, comparaison. Si la dépréciation nécessaire est supérieure à la dépréciation qui a été calculée et enregistrée l'année dernière, il convient d'augmenter la dépréciation de l'année dernière. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un ajustement à la hausse. Là, vous allez devoir ajuster à la hausse. Donc je répète, une fois la dépréciation nécessaire calculée, bien sûr, elle est calculée en faisant la différence entre la valeur nette comptable et la valeur actuelle de l'immobilisation. Une fois cette dépréciation calculée, elle doit être comparée à la dépréciation antérieure qui avait été calculée l'année dernière. Si toutefois la dépréciation de cette année est supérieure à la dépréciation existante, il convient de passer une écriture d'ajustement à la hausse que nous verrons tout à l'heure. Maintenant, si c'est le contraire, la dépréciation nécessaire qui est inférieure à la dépréciation existante, il convient d'ajuster à la baisse. Donc je répète une dernière fois, la dépréciation par définition peut être, on peut définir la dépréciation comme la perte de valeur d'un élément d'actif. Et là, je répète bien, la perte de valeur d'un élément d'actif. Antérieurement, auparavant, nous parlions de provision pour ce qui est de l'actif et du passif. Mais je rappelle que maintenant, la nouvelle définition de la dépréciation, on fait allusion aux éléments d'actifs. Là, nous sommes en train d'étudier la dépréciation des immobilisations. D'accord? Donc, dépréciation, constatation comptable de la perte probable d'un élément d'actif. C'est bon? Ensuite, comment calculer la dépréciation? Il faut d'abord connaître la valeur nette comptable. Valeur nette comptable moins valeur actuelle, qu'on appelle aussi par valeur d'inventaire. Si la valeur nette comptable est supérieure, bien sûr, à la valeur d'inventaire, il y a une dépréciation. Attention, si le commerce de Astou coûtait tout à fait au départ 15 millions et que quelque temps après, ça a une valeur de 18 millions, ça c'est une appréciation de valeur qui ne nous intéresse pas en comptabilité. En comptabilité, nous prévenons ce quoi? Nous prévenons ce qu'on appelle les pertes à venir. Les gains à venir, alhamdulillah. Mais les pertes à venir, pour les journalistes. Donc, pour ce qui est des pertes à venir, nous les prévenons. Donc, d'où la notion de provision. Donc, une fois la dépréciation calculée nécessaire, elle est
comparé à la dépréciation existante, d'où l'ajustement à la hausse. Donc si c'est le contraire, c'est un ajustement à la baisse. Maintenant, venons-en à l'écriture d'ajustement. Pour ce qui est de l'écriture d'ajustement, là, pour l'ajustement à la hausse, il convient de débiter un compte de charge 691 si c'est une immobilisation corporelle et incorporelle. D'accord? Je vais prendre les exemples du fonds commercial. Vous savez que le fonds commercial, c'est le compte 215 et c'est une immobilisation incorporelle. Donc là, pour avoir le compte de dépréciation, il suffit tout juste d'insérer le 9 entre le premier et le deuxième chiffre du compte et vous avez la dépréciation du fonds commercial. Donc je répète que là, il s'agit pour ce qui est de l'enregistrement de l'ajustement à la hausse, débiter un compte de charge 691 par le crédit du compte d'immobilisation concerné, le chiffre 9 étant inséré entre le premier et le deuxième chiffre du compte. Et là, bien sûr, vous devrez placer le montant de l'ajustement à la hausse. Si vous avez bien compris, on peut passer. Corporel, incorporel. Oui. Maintenant, là, il s'agit d'une immobilisation incorporelle. J'ai pris l'exemple, par exemple, du fonds commercial. S'agissant, par exemple, d'une immobilisation corporelle, c'est toujours la même chose. Vous débiterez le compte 691, vous avez bien fait de poser la question. Vous débiterez le 691 par le crédit, par exemple. Vous savez qu'un terrain est une immobilisation corporelle. Ça, c'est palpable, c'est tangible. On peut le toucher. Par corporel, nous, on entend palpable et tangible. N'est-ce pas? Là, terrain, c'est le compte 22. Vous n'avez qu'à installer ici le chiffre 9 et vous avez la dépréciation des terrains. Donc, fonds de commerce, là, vous insérez le 9, vous avez dépréciation du fonds commercial. Terrain, vous installez 9 entre le premier et le deuxième chiffre et vous avez la dépréciation des terrains. Je rappelle aux élèves de tout le temps mettre les intitulés des comptes. Un professeur qui, je ne sais pas, n'est pas dans son jour, vous ne mettez pas les intitulés des comptes, il est en droit de barrer le tout. Donc vous allez au bac, faites bien attention de mettre les intitulés des comptes. Et bien sûr, les libellés. Là, vous mettrez perte probable. C'est bon? Obligatoire. Obligatoire. D'accord? Là, vous mettrez comme libellé perte probable. Maintenant, pour ce qui est du 691, vous regarderez vos plans comptables. C'est la dotation aux dépréciations d'exploitation. Donc ça, c'est l'ajustement à la hausse concernant les dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles. S'agissant maintenant d'une immobilisation financière, par exemple le titre de participation, vous débiterez en lieu et place du 691, vous devrez utiliser le 697. Par le crédit du compte 26, là, 26 c'est titre de participation. Pour obtenir son compte de dépréciation, que nous faut-il faire? Il nous faut juste insérer le chiffre 9. Et vous avez la dépréciation des titres de participation. Je rappelle que c'est des immobilisations financières, donc ne peuvent pas être imputées dans le 691. Donc à chaque dépréciation correspond à un compte. Un compte, c'est ça. D'accord? Donc là, vous avez dotation aux dépréciations financières. Maintenant, quand là, vous mettez l'ajustement à la hausse. S'agissant maintenant de l'ajustement à la baisse, il convient, si c'est un ajustement à la baisse, il convient d'abord d'utiliser, de débiter le compte d'immobilisation en question. Par exemple, le 215, vous débiterez le 29,15. Et pour l'ajustement à la baisse, vous ne pouvez plus utiliser un compte de charge, mais un compte de produit. Le compte de produit par excellence qui annule le 691, c'est le 791. D'accord? Donc 29,15 par 791. Reprise de dépréciation d'exploitation. On est bien d'accord? Donc, s'agissant du 22, là aussi, vous avez le 22. Pour avoir son compte de dépréciation, vous insérez 9 en deuxième position. Et vous avez ici dépréciation des terrains, reprise de dépréciation d'exploitation. Maintenant, s'agissant de... Oui, allez-y. Donc, il ne s'agit pas seulement pour le revendeur ou bien l'entrepreneur de regarder et de faire des estimations. À l'œil nu. Non, il faudrait qu'il y ait un indice de dépréciation. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, quel était votre indice de dépréciation? Vous m'avez dit qu'il y avait une forte concurrence et qu'il y avait la clientèle, d'accord, qui quittait votre boutique au profit de la boutique de M. Gueye. On est bien d'accord. Là, vous vous êtes rendu compte que le fonds de commerce baissait, d'accord, par conséquent,
la valeur de votre boutique va baisser. D'accord? C'est ce qui se passe. Donc, il faudrait un indice de dépréciation. Mais ça, les indices de dépréciation intéressent beaucoup plus les étudiants. C'est eux qui vont pousser un peu leur étude et essayer de regarder ces indices de dépréciation. Pour nous, à notre niveau, jusqu'en terminale, il faudrait connaître ce qu'est une dépréciation, savoir calculer la dépréciation et voir l'impact de la dépréciation par rapport au compte de résultat et par rapport au bilan, c'est-à-dire par rapport aux états financiers. Donc maintenant, pour ce qui est des titres de participation, très simple, vous débiterez le 26, le 9 étant inséré au milieu, et vous avez le 797 qui est son compte de reprise. 797, reprise de dépréciation financière. Là, vous avez la dépréciation des titres de participation. Et ça, c'est pour l'ajustement à la baisse. Je le répète, ajustement à la baisse. Maintenant, très rapidement, si le temps nous le permet, nous allons voir l'application. Bien sûr, allez-y. Ici, j'ai tenu à vous donner deux exemples. D'abord, une immobilisation qui est incorporelle, le fonds commercial. Personne ne peut toucher un fonds commercial. Il n'est pas palpable ni tangible. Et je vous ai donné une immobilisation corporelle. Rappelez-vous bien, pour calculer une dépréciation, il faudrait faire la différence entre la valeur nette comptable et la valeur d'inventaire qu'on appelle valeur actuelle. Regardez le fonds de commerce. Il a une valeur, parce que ça, c'est la valeur d'origine. N'est-ce pas? La valeur d'origine est de 15 millions. Les comptables verront avec moi qu'il n'y a pas de 28,15. S'il n'y a pas de 28,15, cela signifie tout court que le fonds de commerce ne fait pas ici l'objet d'amortissement. C'est un bien qui n'est pas amortissable. Donc, lorsqu'il n'est pas amortissable, il n'y a pas de somme des amortissements. Par conséquent, la VNC va correspondre à la valeur d'origine. C'est bon? Maintenant, le fonds de commerce a une valeur de 15 millions. Regardez les données d'inventaire, s'il vous plaît. Le fonds commercial a une valeur actuelle de 13 millions 700 suite à une concurrence. Suite à une concurrence, la valeur du compte de commerce n'est pas de 15 millions, mais de 13 millions 700. Donc, autant diminuer la valeur du fonds de commerce, sinon vous risquez de surestimer la valeur de vos biens et par conséquent de biaiser même le bilan. On est bien d'accord? Donc, cette dépréciation-là, comment la calculer? 15 millions moins 13 millions 700. C'est bien ça? Oui. Donc, vous convenez avec moi qu'on aura une dépréciation de combien? De 1 million 300. Cette dépréciation sera journalisée comme suit. Vous débiterez 691 par le crédit du compte 2915 et vous mettrez 1 million 700. C'est bon? Très bien. 1 700 ou 1 300? 1 million 300, autant pour moi. Maintenant, ça c'est la première année. N'est-ce pas? S'il y a maintenant une dépréciation qui existait auparavant, regardez bien, on allait débiter ça de 1 700 000. Mais il y avait une dépréciation qui existait auparavant. Donc, il nous faut d'abord la comparer à la dépréciation de l'année dernière. On est bien d'accord? Donc, vous avez une dépréciation existante qui est égale à 345 000. Je m'excuse. Donc là, vous avez une dépréciation existante de 345 000. Et vous venez de calculer une dépréciation nécessaire en faisant la différence entre 15 millions et 13 700 000. Une dépréciation nécessaire de combien? De 1 700 000. C'est cette différence-là qui fera l'objet d'une journalisation. L'inspecteur va nous calculer le montant. 1 700 000 moins... 1 700 000 ou 1 300 000? 1 300 000, autant pour moi. Hein. Cela prouve que là, vous suivez. Hein. Donc, 1 300 000 moins 345 000, la dépréciation nécessaire est supérieure à la dépréciation existante. Donc là, vous avez combien? 955 000, qui correspond à quoi? Comme la dépréciation nécessaire est supérieure à la dépréciation existante, là, vous avez affaire à ce qu'on appelle une dotation. On est d'accord? Donc, 691. Le fonds de commerce, n'oubliez pas que c'est le 215. Il convient d'insérer un chiffre 9. Le chiffre fétiche des dépréciations, c'est 9. 9 entre le premier et le deuxième chiffre. Et vous avez la dépréciation du fonds commercial. Donc, vous allez me pardonner les intitulés. On est un peu pressé. Mais vous êtes dans l'obligation de le faire chez vous et dans les feuilles d'examen. D'accord? Donc, concernant maintenant le bâtiment, c'est là où beaucoup d'élèves font des erreurs. Faites bien attention. Donc, professeur, pour les 955 000, ce sera à extraire des 15 millions. S'il y a revente, ou bien pas forcément? Pas forcément. D'accord. Je rappelle que le commerce, vous ne l'avez pas encore vendu. C'est pourquoi on parle de perte probable. Hein.
Pourquoi on parle de perte probable? Le commerce n'a pas encore fait l'objet d'une vente. Au cas où vous vendriez votre commerce, il serait très possible que vous ne puissiez pas avoir 15 millions, mais moins. Tout simplement parce qu'il y a des concurrents qui se sont installés tout autour de votre boutique. On est bien d'accord? Maintenant, le bâtiment, qui est une immobilisation amortissable. Donc, le bâtiment a une valeur de 50 millions. Mais vous savez qu'un bâtiment ne peut pas éternellement avoir une même valeur. Mais tout dépend aussi du site. Bon, c'est vous qui le dites. Hein? C'est relatif. Ah oui. Bon, un bâtiment qui a une valeur de 50 millions et qui a été amorti depuis le 1er 4 98. Depuis le 1er 4 1998, on a commencé à utiliser le bâtiment. Donc, on l'a amorti. Donc, et la somme des amortissements des bâtiments est de 20 750 000. Certains d'entre vous seraient tentés de dire comme dépréciation nécessaire est égale à valeur nette comptable moins valeur d'inventaire. Ils seraient tentés très rapidement de faire VO moins somme des amortissements pour trouver la valeur nette comptable. Certes, vous avez raison, c'est une valeur nette comptable, mais c'est la mauvaise valeur nette comptable. Je rappelle que ça, c'est une valeur nette comptable en 2018. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle une balance avant inventaire. L'inventaire de 2019 n'a pas encore été fait. L'inventaire de 2019 n'a pas encore été fait. Donc faites bien attention. Ne faites jamais VO moins somme des amortissements de 2018. Vous risquez d'avoir la VNC de 2018. Vous ne pouvez pas comparer des éléments de 2018 à la valeur actuelle en 2019. On est bien d'accord? Donc que convient-il de faire? Il convient de calculer une annuité d'amortissement. Une annuité d'amortissement que vous allez rajouter à la somme des amortissements en 2018 pour obtenir d'abord la somme des amortissements en 2019. D'accord? Là, vous avez retenu ce montant pour moi, s'il vous plaît. 20 750. Là, maintenant, ça prend beaucoup de feuilles. Donc, je calcule l'annuité de 2019 en faisant 50 millions, qui est la valeur d'origine, multipliée par le taux, qui est de 0,02. Je rappelle que le taux est obtenu en faisant 100 sur durée d'utilité. La durée d'utilité du bâtiment est de 50 ans, ce qui nous donne 1 million. Hein? Sauf si je ne me trompe, c'est bien 1 million. Donc, avec la vérification de l'inspecteur. Donc, là, vous avez la somme des amortissements qui est égale à 20 750, c'est-à-dire la somme des amortissements avant, plus bien sûr l'annuité d'1 million, ce qui nous fait une somme des amortissements en 2019 de 21 750 000. Là maintenant, chers élèves, vous pouvez calculer la VNC. Je vous interdis de calculer la VNC si vous avez une balance avant inventaire, de prendre VO moins somme des amortissements. Parce que la somme des amortissements en question était une somme des amortissements avant inventaire. Donc, somme des amortissements étant égale à 21 750, maintenant calculez-moi la VNC en 2019. Vous aurez 50 millions inspecteurs, moins 21 750 000. 50 millions moins 21 750 000, ça fait 28 250 si je ne me trompe pas. D'accord? Donc, ce qui fait une VNC de 28 250 000. Là, maintenant, vous pouvez comparer cette VNC en 2019 à la valeur actuelle. Donc, dépréciation nécessaire qui est égale à 28 250 000. Et pour ce qui est de la valeur actuelle, j'avais donné une valeur de 26 millions, pour ceux qui ont bien vu, 250 000. D'où une dépréciation nécessaire de 2 millions. Donc le bâtiment va subir une dépréciation nécessaire de 2 millions. Donc, on est bien d'accord? Sera vendu à 48 millions donc? Non. Revendu, pas forcément. C'est pas forcément le prix de vente. En fait, on constate juste que le bâtiment a perdu une partie de sa valeur. Maintenant, pour ce qui est de la journalisation, il faudrait faire attention. D'abord, comparer la dépréciation nécessaire. D'accord? Il faudrait la comparer à la dépréciation existante. Je vous rappelle que pour le bâtiment, il n'y avait pas de dépréciation existante si vous avez bien lu l'exercice. Donc, dépréciation nécessaire 2 millions, dépréciation existante 0, avec un ajustement à la hausse de 2 millions. Et pour la journalisation, je termine par ça. Faites bien attention. Il convient d'utiliser le 691. Mais si l'événement est normal, la dépréciation est normale. Mais à événement exceptionnel, il faudrait utiliser un compte exceptionnel. On est bien d'accord? Le bâtiment s'est déprécié suite à une inondation. Donc, il y a des choses qui ne relèvent pas quand même de la volonté humaine. On est bien d'accord? Si le bâtiment est déprécié suite à une inondation, un séisme, une catastrophe, vous ne pouvez plus utiliser le 691, mais le 853. 853, bâtiment c'est 231,
vous insérez le 9 et vous avez la dépréciation des bâtiments pour, bien sûr, 2 millions. On est bien d'accord? S'agissant maintenant de la reprise pour le 853, vous allez utiliser le 863. Je vous remercie. Merci beaucoup. Juste peut-être une question. Ces numéros de compte, c'est comme les tables de multiplication pour les élèves à l'école primaire, c'est à retenir impérativement ou bien ils ont des fiches? Ils ont la possibilité d'avoir des fiches? Non, non, non. À chaque chapitre correspond un certain nombre de numéros de compte. Nous ne les demandons pas de les parqueriser. Hein. D'accord. Dès la classe de seconde, d'accord, il leur est expliqué comment la nomenclature du plan comptable, c'est-à-dire que comment est-ce que les comptables sont organisés pour donner à chaque chose un numéro. D'accord? Donc, ce n'est pas des choses qui sont. Et ce sont des sujets que nous retrouvons en classe de terminale ou bien pas forcément, seulement en classe de terminale? Bien sûr, bien sûr. C'est un tout petit peu, hein, disons, un tout, je ne sais pas, une molécule, hein, une molécule dans cet atome, ou bien c'est pas ça, je suis pas. C'est un maillon de la chaîne. C'est un maillon de la chaîne, parce que je suis pas scientifique, d'accord. Donc de la comptabilité, d'accord. Donc c'est un petit, je sais pas, une section du programme. J'espère qu'on aura d'autres collègues qui pourront intervenir pour essayer d'éclairer nos lanternes quant au reste du programme. Mais ceci concerne beaucoup plus les élèves de première et ceux qui font la terminale, donc en guise de révision. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci pour tout. En tout cas, c'était passionnant. Merci pour ces moments de partage avec les élèves qui sont au lycée. J'espère que vous avez pris bonne note et que vous aurez le temps le week-end de revoir vos notes. Maintenant, nous allons parler français, non, anglais, pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y aura pas 0 faute, mais carrément anglais. Et la parole est donnée à monsieur Jo Pamadjouf, c'est bien ça? Oui, c'est welcome. ça. C'est ça. OK, thank you, Mrs. Astou. Thank you very much. We will talk about asking questions. We're going to talk about asking questions. Thank you very Okay, much. in communication. Okay. Good morning, dear students. For today's lesson, we're going to talk about asking question or the interrogative form. Okay. Okay, you know, in communication, we have 2 ways to ask a question. Either our question is closed, what we call closed questions. Okay, that's first. And we have also what we call open questions. These are the 2 ways of asking question in English. OK? Ça veut dire quoi? Pour poser une question en anglais, on a 2 possibilités de le faire, 2 manières de poser une question. Closed question est une question à laquelle on répond par oui ou non. Juste oui ou non suffit pour clairement répondre à cette question. Alors que quand la question open, ouvert, question ouverte, tu ne peux pas répondre par oui, tu ne peux pas répondre par non. Si je te dis comment tu t'appelles, tu peux pas me dire oui. Ou habitude, tu ne peux pas me dire non. Donc là, this is an open question. You have to build a sentence to answer. Okay? Now, the first thing we have to bear in mind is that when asking question is done with interrogative form. In all sentences in English, you build an interrogative form to ask a question. Now, how to build an interrogative sentence? First, we need an auxiliary. This is the general rule for every tense in English. Present simple, present continuous. In all the tenses in English, you need necessarily an auxiliary if you want to ask a question. All right? Now, the structure of the interrogative form, okay, auxiliary, plus subject, plus the verb, but the verb in infinitive. Okay, but in some tenses, you might not have the infinitive. Okay, there are exceptions in every rule, there are exceptions. Okay? Alors, ça, c'est la première chose à retenir.
que pour poser une question en anglais, je dois nécessairement avoir un auxiliaire. J'ai l'habitude de vous dire que l'ingrédient qui ne peut pas manquer dans la cuisine lorsqu'on veut préparer, je suppose que faire une phrase interrogative ou bien demander une question, c'est un repas, une recette qu'on veut préparer. Alors il y a un ingrédient qui est essentiel qu'on ne peut pas manquer, qui ne peut pas manquer dans la cuisine. Ou au cas où il n'y en a pas, tu es obligé d'aller le chercher. C'est quoi? C'est l'eau. Quel que soit le plat que tu veux préparer, il te faut de l'eau dans ta cuisine. Peut-être qu'il y a une exception. Mais il te faut l'eau. Cette eau-là, c'est l'auxiliaire. S'il n'y en a pas, tu es obligé d'aller en chercher. Est-ce que vous voyez? Et ça s'applique à tous les temps en anglais. Ça s'applique à tous les temps en anglais. Maintenant, nous apprenons l'anglais dans un contexte, ce qu'on appelle ESL, l'anglais comme une seconde langue ou bien l'anglais comme une langue étrangère, EFL. On a tendance à vouloir partir de notre propre langue, partir du français pour traduire. Des fois, ça peut marcher, des fois, ça peut ne pas marcher. Alors, regarde en français. Quand je dis « tu es élève », point, je veux mettre cette phrase à la forme interrogative, il n'y a pas de problème. Je vais faire inversion, verbe, sujet, le complément et point d'interrogation, ça marche. Mais quand je dis « tu parles anglais », excusez-moi, j'écris très mal, hein? Tu parles anglais, en français, on fera encore inversion, parles-tu? Parles-tu? Anglais, ça marche. Si on applique cette formule en français, en anglais, ça peut marcher. You are a student. Are you a student? Yeah. You speak English. Can we say, speak you English? It won't work. You cannot say, speak to you. Speak you English. It won't work. Okay? So this is to bear in mind. Here, speak, in English, speak is not an auxiliary, so you have to go and find water. For example, suppose you are in your kitchen and you want to cook and you don't have water in your kitchen, you need to go and find water. Okay, so in this case, vous êtes obligé d'aller chercher un auxiliaire parce que speak n'est pas un auxiliaire. Et je viens. Alors, je répète la règle ici. Sujet, le verbe et les compléments qui suivent. Voilà, je disais le verbe là, quelquefois il le faut à l'infinitif. OK? Maintenant, il y a d'autres questions. Ça, c'était le cas du close question. Maintenant, open question. Open questions. C'est les questions auxquelles je ne peux pas dire oui ou je ne peux pas dire non. Il me faut formuler une phrase pour répondre. Alors, ce sont des questions qui commencent par ce qu'on appelle WH. What, who, when, why, where, etc. WH plus something. Ou bien un how plus something. How many, how much, how old, how far, etc. How deep, etc. How large, etc. Alors, ces questions commencent par ça. Que ça soit maintenant un open question ou un closed question, on aura toujours besoin d'appliquer cette règle, et quel que soit le temps. C'est là où je veux attirer l'attention. Que ce soit une question fermée, ouverte, ou une question fermée, si je veux demander une information, il me faut penser à l'auxiliaire. Je répète, l'auxiliaire, c'est l'eau dans ma cuisine. Si je ne l'ai pas, je ne peux pas faire ma cuisine. Là, needless. OK? Alors, cet auxiliaire dépendra maintenant du temps.
cet auxiliaire dépendra du temps. Si on a un present simple ou bien un prétérit, meaning past simple. Past, I'm sorry, my handwriting is very bad. It doesn't matter. My handwriting is very bad, OK? L'auxiliaire là va changer selon le temps. Si on a un présent simple, où l'eau qu'on ira chercher sera do ou does. Si on a le prétérit, on aura le passé de do et de does qui est did. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai l'habitude d'insister sur ces deux temps parce que les autres temps sont des temps qui se construisent avec leur auxiliaire. Et donc, si j'ai de l'eau dans ma cuisine, je n'ai pas besoin d'en demander ou bien d'en acheter. Mais avec ces deux temps, la plupart du temps, les élèves, vous avez des problèmes parce qu'on ne sait pas lequel auxiliaire il faut appliquer à la phrase. Donc, la première difficulté qu'il faut repérer et résoudre, c'est savoir le verbe qui est dans ma phrase est conjugué à quel temps. Si le verbe de ma phrase est conjugué au présent simple, alors je dois connaître quelle est la personne sujet ou bien quel est le groupe nominal sujet. Alors, does, on l'utilisera lorsque le sujet c'est la troisième, l'une des personnes de la troisième personne du singulier, c'est-à-dire he, she ou it, ou bien un groupe nominal pouvant être remplacé par l'un de ces pronoms personnels sujets. Pour tous les autres, ce sera does. Ce sera do, du moins, excusez-moi. Pour toute autre personne, ce sera do qu'on va utiliser. Alors, quand c'est le prétérit, là, il n'y a pas de problème parce que pour n'importe quelle personne, on utilisera did. Pour n'importe quelle personne, ce sera did qu'on va utiliser. Donc, voilà les difficultés qu'on rencontre très souvent en anglais pour ceux qui apprennent. Et Donc, il y a une concordance des temps, si je vois bien. il y a une Concordance des temps. Une concordance des temps. Ça, c'est encore plus élevé que ça. Nous ne serons pas à ça aujourd'hui. Alors, je pense que si d'autres séances nous le permettent, on pourrait revenir sur les temps et l'usage même de chaque temps, parce que les temps ne s'utilisent pas comme on veut. Chaque temps exprime quelque chose, vous voyez. Mais le problème général des apprenants, c'est quoi? Demander une question, parce que la communication, c'est où on donne une information ou on cherche une information. Et la plupart, nous allons chercher des informations. Et pour chercher cette information du moins, il faut savoir que ça se fait avec une phrase interrogative. Et la phrase interrogative, tu as nécessairement besoin d'un auxiliaire. Je répète encore, il y a juste quelques petites exceptions, l'exception faisant la règle. Mais si tu retiens ça, tu peux t'en sortir parce que tu as 1000 chances de ne jamais tomber sur cette exception pour pouvoir communiquer. Vous voyez. Alors, De la réalisation, peut-être, je pense que vous avez un texte que vous souhaitez partager avec les élèves. Voilà, il est bien là, voilà. bien présent. Alors ça, c'est un exercice d'application, practice. You are a journalist and are investigating about the coronavirus epidemic. These are people's reactions. Ask the right question for every answer. Okay? Ask the right question for every answer. Here, you as a journalist, you are the journalist. Okay? And here is a man you meet. Okay? Good morning, sir. And the man answers, no, I am not. I'm a health technician. Vous voyez la communication? Toi, le journaliste, tu as rencontré quelqu'un. Tu l'as salué, tu as posé une question, et lui, il a ajouté, non, je ne le suis pas, je suis un technicien de la santé. Quelle est la question que tu lui as posée pour qu'il te réponde non, et en te faisant la précision que je suis un technicien de la santé? Alors,
C'est ça le sens de la communication. Alors, dans le contexte, tu dois savoir quelle est la question adéquate à cette réaction. Parce que tu ne lui as pas dit comment tu t'appelles pour que tu te dises non, je suis technicien de la santé, ça n'a pas de sens. OK? Alors, suite à ce que nous venons de faire ici, alors vous allez trouver la question adéquate à cette réponse. Alors, la première étape, c'est de trouver est-ce que c'est une question ouverte? Is it a yes or no question? We call them also yes or no questions, c'est-à-dire les questions auxquelles on répond par oui ou non. OK? Close or yes or no question. Ou bien, est-ce que c'est une question pour laquelle j'ai besoin de faire recours à un WH question word ou a how question word? Donc, c'est un problème à deux niveaux. Et si vous trouvez ça, il y a ça qu'il faut appliquer. Et le problème est réglé. Maintenant, comment je peux savoir que moi, ici, j'ai besoin d'une question fermée, a close or a yes or no question? Alors, lorsque la réponse commence par no ou yes, ça veut dire que la question est fermée, it's a yes or no question. Et maintenant, pour résoudre ces problèmes, ici, j'ai répondu pour vous aider. Ça me permet de savoir que c'est une question fermée, et les questions fermées commencent par un auxiliaire. On n'a pas besoin d'un mot interrogatif, un WH question word, un how question word. Et l'auxiliaire qui va commencer la question, c'est l'auxiliaire qu'on retrouve ici. C'est l'auxiliaire qu'on retrouve ici. C'est cet auxiliaire qui va venir ici. Maintenant, il y a un petit ngaladio, comme j'ai l'habitude de le dire, qu'il faut faire. Ici, son sujet étant I, on va dire I. Mais toi qui poses la question, est-ce que tu te poses la question ou tu le poses à ton interlocuteur? Et quand on parle à quelqu'un, généralement, on lui dit you. Toi, tu, you. Et si le sujet devient you, tu ne peux pas dire am, il faut accorder le sujet, le verbe avec son sujet. Est-ce que vous voyez? Et donc, ici, si je peux corriger, allez, are, le I va devenir you, a doctor? Are you a doctor? No, I'm not. I'm a health technician. It's okay? And then the journalists continue asking questions. The man reacts, they, meaning the specialists, are in that room. They are in that room. Now, to be able to find the exact question you have to answer, pay attention also to the reaction of your interlocutor. Dans la réaction de ton interlocuteur, alors, qu'est-ce qui est essentiel dans l'information qu'il a donnée? Et là, j'ai l'habitude de dire, en français, on nous dit le verbe est le noyau de la phrase. Mais dans l'information aussi, parce qu'on informe par unité de sens, mais dans chaque unité de sens, il y a quelque chose qui représente le noyau de l'information qu'on véhicule. The specialists are in that room. Qu'est-ce qui est le nom, ou bien quel est l'élément important dans cette information que mon interlocuteur a donné? That room. Je cherche où se trouvent les spécialistes. Alors, quelqu'un te dit in that room, quelle est la question que tu lui as posée, que tu lui poses? Là, on a une question ouverte. D'ailleurs, la réponse n'a pas commencé par oui ou non, yes or no. Donc, tu ne peux pas dire est-ce que, yes or no, c'est est-ce que. Tu ne peux pas lui dire est-ce que. Ils sont dans la salle là-bas. Tu ne peux pas lui dire est-ce que. Mais où sont-ils? Where are. Auxiliary toujours. On aura toujours besoin de l'auxiliaire. Where are they? They are in that room. Est-ce que vous voyez? Toujours on continue la conversation. He is that tall man. He is that tall man. Quel est le noyau de cette information? C'est-à-dire, quel est l'élément le plus important dans cette information? C'est qu'il m'indique la personne. Et quelle est la question que tu lui as posée pour qu'il t'indique la personne? C'est that tall man, man étant l'élément le plus important dans la réponse, alors aussi,
On n'a pas une question qui est fermée parce que ça ne commence pas par yes ou no. Il me faut formuler une question et les questions ouvertes commenceront toujours par ou un WH ou un how. Maintenant, le choix, parce qu'il y a beaucoup de WH, le choix du WH dépendra de la spécificité de l'information que je cherche à connaître. Moi, l'information que je cherche à connaître porte sur une personne. Il faut savoir quel est le WH, question word, qui me permet de demander une personne. And so, you'll need who. Et encore, la règle, auxiliary, subject, etc. Donc voilà, chers élèves, comment ça fonctionne. Sachez que donc, pour résumer, sachez que pour poser une question en anglais, généralement, ou bien pour la plupart du temps, on a besoin d'un auxiliaire. Le choix de cet auxiliaire dépendra du temps, et j'insiste sur ces deux temps-là parce que c'est là où des fois on a des difficultés pour trouver quel est l'auxiliaire que je dois mettre. Sinon, tous les autres temps se conjuguent avec leur auxiliaire. Et donc, je disais, quand j'ai de l'eau dans ma cuisine, je n'ai pas besoin d'aller demander de l'eau dans le voisinage pour faire ma cuisine. Alors, je vous laisserai essayer de faire le reste de l'exercice. Merci beaucoup, M. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de partager avec vous des cours d'anglais dans la salle des professeurs de la télévision Futur Média. Je pense pouvez vous installer, M. Diouf. Merci beaucoup. Merci pour tout. En tout cas, ce fut un plaisir, Dr Massamba. Leçon bien su, bien retenue pour ce matin, cet après-midi. Mais le plus important, c'est que c'est quand on voit les stratégies qu'il utilise, qui sont des stratégies qu'on appelle de mémotechnique. Parce que quand il te dit ça, c'est les how, ça c'est etc. Là, rapidement, tu mémorises. C'est fixé, en fait. Voilà, et c'est ce dont les élèves ont besoin dans des émissions de cette nature. Nous ne sommes pas dans une classe où nous transmettons avec une interactivité. Nous sommes dans une relation unidirectionnelle. Et les stratégies que l'UNESCO demande dans le cadre de l'enseignement à distance en période de crise, pour tous ceux qui nous adressent des remarques, nous ne sommes pas dans des classes normées, nous faisons ce que l'UNESCO appelle de l'enseignement à distance en situation de crise. Ce ne sont pas des pédagogies qu'on apprend à l'école normale supérieure, ce sont des stratégies spécifiques que nous appliquons ici pour répondre à beaucoup de sollicitations. Ne vous référencez pas à ce qu'on fait en classe pour essayer d'analyser ce que nous faisons. Nous sommes dans une démarche spécifique qui demande une formation spécifique. Et nous sommes dans la salle des professeurs. Et nous sommes dans la salle des profs pour l'enseignement à distance en situation de crise. Ce n'est pas un enseignement normé. Et je voudrais remercier franchement tous ces enseignants-là, la jeunesse de M. Diop, machallah, mais qui montre que ce pays est pétri de talent. La qualité d'écoute, de réactivité, l'animation que nous avons dans ce cours d'anglais. Et je ne parle pas du flegme de l'inspecteur qui ne pardonne rien. Et voilà, heureux de l'avoir. Et bravo. Aussi très heureuse de vous avoir sur ce plateau, Dr Massamba. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est aussi un plaisir, chers apprenants, d'être là, de partager avec vous ces moments qui sont quand même importants pour nous, car c'est pas évident rester à la maison pendant 3 semaines, c'est pas très facile. Mais comme l'a dit professeur Massamba, préciser que nous n'avons pas la prétention de remplacer l'école, encore moins de remplacer les enseignants, mais quand même nous essayons d'apporter une pierre à l'édifice pour maintenir ce pont, pour maintenir ce contact entre enseignants et apprenants. Et c'est toujours avec un réel plaisir. En tout cas, mille merci pour cette semaine, Dr Massamba. Oui, je voudrais juste saluer une initiative de l'inspection d'académie de Louga qui a sorti une note de service pour dire aux parents comment garder les enfants à l'école et qui cite l'ensemble des productions télévisuelles, parmi lesquelles la nôtre, et qui indique aux parents les lieux où ils peuvent aller chercher l'information sur Internet et à la télévision. Et je voudrais vraiment féliciter l'inspection d'académie de Louga et saluer aussi par là le secrétaire général, l'inspecteur Lamine Fall qui est là-bas.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur Fall. Donc, merci pour tous ces efforts et merci à tous ceux qui acceptent de fournir beaucoup d'efforts, beaucoup de générosité afin d'accompagner ces enfants. Je pense que c'est d'abord dans la salle des professeurs, mais c'est aussi sur igfm.sn. C'est pratiquement toutes les plateformes du groupe Futur Média. Vous pouvez retrouver vos exercices, vos énoncés, les corriger et aussi des capsules de cours durant le week-end. Je pense que vous avez encore samedi, dimanche, revoir tout ce que vous avez pris comme note, lire, relire et aussi faire des exercices. En tout cas, revenez-nous lundi avec beaucoup plus de bagages, avec le livre fini. Je pense chacun avait un livre la semaine pour dire vrai. Moi, j'ai pas encore fini le mien. Et on a un numéro WhatsApp où il faut envoyer le résumé. Et ils peuvent aussi partager le résumé. Donc, papa, maman, si votre enfant a fini de lire, essayez de partager avec nous, même si c'est 1 minute de vidéo, 2 minutes, ce que l'enfant a retenu, ce qu'il a aimé, les personnages. Ça peut être une source d'émulation pour les autres, car quand même, lire, c'est capital. Et je sais qu'hier, vous me disiez, lire des livres, ça délivre. C'est ça? Lire des livres, délivre. Lire des livres, délivre. Donc retenons ça. D'accord, donc ça saute. Vous avez bien retenu. Lire des livres, des livres. Lire des livres, des livres. Alors, lisons, et pour reprendre Mandela, lisons avec un crayon à la main. Merci beaucoup, chers apprenants. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Merci à l'équipe technique, merci à la coordination et merci à l'ensemble des équipes de la télévision Futur Média qui nous accompagnent, mais aussi 1000 merci aux enseignants pour votre disponibilité, votre générosité, aussi votre ingéniosité à pouvoir maintenir le cap et rendre ce cadre convivial. Je le dis encore, ensemble, nous y arriverons, Inch'Allah.